d'abord, bonjour. Alors, je dois faire une annonce. Je suis pas Émilie Goudal, qui va parler de restituer les œuvres, restituer l'Empire. Il y a une erreur dans l'impression du programme. Donc voilà, on ne sait pas où est la conférence sur la restitution, sur les restitutions. Donc les nouvelles, il faut les chercher ailleurs. Désolée. Et moi, comme vous pouvez le voir, je vais parler d'Amérindiens. Alors, c'est bien moi, parce que parfois on a des problèmes d'identité. Donc. Alors, je vais parler des Amérindiens plutôt de ce que l'on imagine, de ce que l'on se représente être les Amérindiens, tout d'abord quand on ne les a jamais vus. Et donc, comme l'affirme Steven Greenblatt, le contact entre les Européens et les indigènes du Nouveau Monde s'est fait continuellement par la médiation de représentation. La découverte et l'assujettissement du Nouveau Monde ont en effet eu un impact assez puissant dans les sociétés européennes. Et cette rencontre avec les Amérindiens, que l'on appelait donc tour à tour l'Indien, tout simplement, pas en relation aux Indes, à l'Inde actuelle, ou bien tout simplement le sauvage, suscite alors la construction d'imaginaire de ces peuples qui viennent des marges du monde. Source d'une sorte de proto-ethnographie, les représentations des Amérindiens, d'une part, donc, posent la question de leur perception par les Européens et de la fabrication, à proprement parler, des identités de ces derniers, donc des Européens, par rapport à ces peuples d'outre-mer, de ces inconnus d'outre-mer. D'autre part, ces imaginaires révèlent quelles sont les dynamiques et la fabrication d'une sorte de contre-modèle ou de fiction d'humanité. Fiction d'humanité, et à ces propos, j'aime citer Michel de Certeau, qui écrit que les sauvages du Nouveau Monde ont été perçus comme des fragments épars et précieux, traces, surplus et reliques de l'origine. Ces figures font voir ou entrevoir les débuts de l'histoire de l'Européen plutôt. Elles révèlent d'une érotique de l'origine. Elles offrent ce que l'on peut encore voir des premiers tons, comme par le trou d'une serrure. L'Européen de la Renaissance a ainsi regardé par la serrure de sa propre histoire lorsqu'il a pensé d'abord l'Amérindien. Il n'a pas vu, mais il a pensé. Et la rationalité occidentale prémoderne pense l'Amérindien non comme radicalement autre, mais comme une version altérée, dégénérée ou encore inachevée de soi-même. Et cette image, cette première image, est caractérisée par un certain nombre de topoi. Tout d'abord, l'absence d'un état de culture ou de grâce, qui s'exprime principalement par une forme d'autarcie de ces peuples, leur nudité, deuxième point, une sexualité instinctuelle et la bestialité qui va de la violence au cannibalisme. Toutefois, ces perceptions de l'autre ont été perçues aussi comme une forme de régénération d'un état de nature, d'innocence. Dans un cas comme dans l'autre, la figure de l'Amérindien est corps surdéterminé, pulsionnel, donc selon la pensée renaissance et chrétienne, évidemment, un corps qui se rapproche du bestial. Un humain qui est impensé et qui vient mettre à mal l'un des fondements de la pensée chrétienne, c'est-à-dire la ressemblance, l'image de l'homme, imago Dei, fait à l'image de Dieu. L'Amérindien est donc une étrange figure d'altération. Et étudier cette question est extrêmement complexe et les facettes du problème sont vraiment trop vastes pour que je puisse en présenter qu'un dixième aujourd'hui. Je me limiterai
Pour commencer, par voir la fabrication de l'imaginaire et des images des natifs à partir de descriptions textuelles, c'est-à-dire que Burgmeier ou Dürer n'ont pas vu des Amérindiens. Ils ont lu des descriptions de conquistadores ou bien de missionnaires. Dans un second temps, je vous montrerai une série assez exceptionnelle de dessins d'un artiste allemand qui, lui, voit vraiment un groupe d'Amérindiens, des Totonacs en particulier, au tout début du XVIe siècle, et il les dessine d'après nature. Il serait là, donc, le premier, si on accepte le terme, témoin oculaire, qui enregistre ces peuples, l'image de ces peuples. Les enregistre. On va voir que... Bon. Enfin, si j'ai le temps, je pointerai une dernière chose, la forme d'intégration, de digestion, je l'appellerai ainsi, de la figure de l'Amérindien dans la culture européenne. Alors, penser à l'Amérindien a d'abord consisté à en comprendre l'origine. Son état primitif a suscité à la fois l'émerveillement, l'étonnement, mais également le trouble. Et on s'attache d'abord à penser les statuts et la généalogie de ces peuples d'outre-mer, donc on cherche à comprendre d'où ils viennent, ce qui est une question d'ordre anthropologique et théologique pour les hommes prémodernes, mais qui est, il ne faut pas l'oublier, à la fin du XVe au XVIe siècle, un problème principalement de géopolitique et d'économie. En effet, et je ne m'attarde absolument pas sur ce point qui est extrêmement intéressant quand même, le problème était chercher l'origine de ces peuples, mais pour savoir à quelle puissance européenne revenait la possession et la soumission de ces peuples. L'historien, je fais les deux, de la Conquista Oviedo fait des Amérindiens des descendants de Noé, donc en relation avec les Européens. Relation complexe, mais en relation. Ces gens descendent, je cite, bien qu'ils soient doués de raison et de la même ligne de Noé, étant devenus désormais irrationnels et bestiaux à cause de leur pratique idolâtre, des sacrifices et des cérémonies, désormais devenus irrationnels à cause des sacrifices et des cérémonies infernales. L'Amérindien est bel et bien donc un proche de l'Européen, un cousin, on va dire, mais corrompu, ensauvagé, plus que sauvage. Sa bestialité ne serait donc pas une donnée intrinsèque, naturelle, mais dériverait de son incapacité à la fois spirituelle et rationnelle. Ces indios, il dit, sont pour la plupart une population bien incapable de pouvoir entendre la foi catholique. Ils n'ont pas une tête comme celle des autres gens, leur crâne est gros, leur intellect est bestial et porté au mal. Cependant, conquistadors et missionnaires ne présentent pas toujours la bestialité des Amérindiens comme une bestialité totalement inventée, évidemment, comme preuve de leur appartenance à une espèce différente. Parce qu'il y a aussi ceux qui parlent d'une espèce et qui les rapprochent des peuples, nouveaux peuples, d'animaux, plutôt dans l'échelle des êtres, les font appartenir à des espèces différentes. À bien y regarder de près, cette bestialité doit être vue à l'aune vraiment des premiers témoignages et des tout premiers voyageurs. Et je pense en particulier aux lettres publiées et manuscrites de Camerigo Vespucci, écrit et où il qualifie les Amérindiens d'épicuriens pour expliquer leurs coutumes. Donc il ne porte pas un jugement si incroyable à entendre comme celui d'Oviedo tout à l'heure, mais il utilise un terme philosophique. Nudité, vie selon nature, sexualité immodérée et instinctuelle, absence de loi, de religion et surtout, ça c'est un gros problème, la question, les Amérindiens n'ont pas de foi dans l'immortalité de l'âme. Et depuis donc l'Antiquité, le terme épicurien renvoie cependant à la bestialité, voire même à l'animalité de l'homme,
Horace et Grégoire de Nice, par exemple, font des épicuriens des porcs, donc des animaux plutôt abjects. Et plus tard, le terme épicurien va servir Dante pour stigmatiser les déviances de l'homme. À la Renaissance, toutefois, l'image de l'Amérindien, un épicurien, est liée à la pensée primitiviste qui est réactivée par la redécouverte de Lucrèce, donc des Rerum Naturae, en 1417. Et je ne lis pas le passage parce que ça serait trop long, mais pour Lucrèce, le primitivisme, l'être primitif, n'est qu'une étape dans l'évolution de l'humanité. La bestialité a donc, je mets des guillemets à ce terme évidemment, a donc une connotation naturelle et positive. Toutefois, quand cette pensée-là est reprise et le terme primitif est attribué à l'Amérindien par les missionnaires en particulier, il devient le signe de la nature diabolique de ces peuples. Donc, nature diabolique, bestialité, bien sûr, on l'a vu, mais un autre lieu commun, la nudité. La nudité est en fait le terme d'une équation. Absence de vêtements égale défaut de normes sociales et religieuses. Ces dispositifs rhétoriques diminuent ainsi l'humanité des peuples amérindiens pour justifier, et c'est surtout ça le point, pour justifier surtout leur assujettissement aux nations européennes, aux diverses nations européennes, et surtout la conversion forcée au christianisme. Je vous passe plusieurs exemples, mais ce discours est véhiculé à plusieurs reprises. Mais qu'en est-il des images produites à partir de cela, donc de ces témoignages? Je considère là une image un peu plus tardive que ces témoignages. C'est une danse tupinamba, la danse du tabac, qui est décrite par Jean de Léry. Tout près l'un de l'autre, sans se tenir la main, par la main ni sans bouger, étant rangés à rond, courbés sur le devant, guidant un peu leur corps, remuant seulement la jambe et le pied droit, chacun ayant aussi la main dextre sur ses fesses et les bras et la main gauche pendant, chantaient et dansaient de cette façon. Et au surplus, parce qu'à cause de la multitude, il y avait 3 rondeaux, donc 3 cercles, là on n'en voit qu'un seul, ayant au milieu de chacun 3 de ces Caraïbes, richement parés de robes, bonnets et bracelets, faits de belles plumes naturelles, naïves et de belles couleurs. Au moins 2 choses, peuvent être signalées. Tout d'abord, cette réitération dans cette image de Théodore de Bry, publiée par Théodore de Bry, la réitération de la même figure avec quelques variantes sert à rendre la cadence de cette danse, qui en fait sert à rendre la transe dans laquelle entraient les danseurs dans cette danse du tabac. Deuxième point, c'est que les 3 chamans au centre sont parés justement de belles plumes, qui est à notre topos absolu, les plumes qui viennent de ces peuples qui sont produites par ces peuples mésoaméricains. Les autres, vous le voyez, sont à peu près nus, mais si vous bien y regardez, leurs peaux sont traitées avec des petites sachures à l'endroit, donc à des endroits particuliers de leur corps. Lisons encore Léry. Je vous vois une autre image avec un guerrier d'Amérique du Nord avec des tatouages. Léry dit, nos Amérindiens, ayant quantité de poules, les duvets et les petites plumes, après qu'ils les ont fait bouillir et teindre en rouge avec du brésil, et s'étant frottés d'une certaine colle qu'ils sont propres à cela, ils s'encouvent, emplumassent et chamarrent le corps, les bras et les jambes, tellement, dans cet état, ils ressemblent avoir du poil follet,
Comme les pigeons, quelques-uns de ces pays en deçà, c'est-à-dire en Europe, les ayant accoutrés de cette façon, les voyant accoutrés de cette façon, divulguèrent et firent courir les bruits que le sauvage était velu, les poils. Les corps sont emplumés, mais ces témoignages expriment autre chose, justement. La pilosité animale, présupposée, inventée, imaginée, des Amérindiens. Et c'est extrêmement étrange, parce que c'est surtout leur corps glabre qui retient l'attention des premiers voyageurs. Vespucci, dans la lettre à Soderini, ou TV, dans les singularités de la France antarctique, qui publie en 1557, disent ils se rasent. Le seul poil qu'ils gardent, c'est des cheveux. Ils sont complètement glabres. Les Amérindiens velus poilus, devient un autre lieu commun que l'on retrouve et l'on retrouve hyper longtemps après avoir vu pour de vrai des Amérindiens, jusqu'au Mercure galant de 1681, mais bien au-delà, où l'on lit que l'Amérindien a les corps hérissés de poils. Signe d'infra-humanité de l'infra-humanité de l'Amérindien, ces traitements graphiques donc rapprochent le natif d'outre-mer à l'ensauvager européen. Il existe un ensauvager européen, c'est l'homme des bois, l'homme ferus, et ça depuis l'Antiquité et même avant. Le premier, c'est Gilgamesh, dans l'épopée de Gilgamesh, donc imaginez-vous bien. Puis cet ensauvager européen, il est poilu ou bien couvert de feuillage. Il est représenté ainsi. Il porte une massue à un bâton. Il peut marcher droit, mais il peut être quadrupède. Et peut être tout aussi fin comme dans les représentations. Donc, au Moyen-Âge, donc vous envoyez un certain nombre de représentations, mais je pourrais en multiplier. Là, par exemple, en haut, c'est une carte, c'est la carte Anas d'un jeu de cartes. Au Moyen-Âge, l'ensauvager européen est répertorié parmi les monstres, puis petit à petit, son état, et en particulier son état, son comportement et son pelage signifient sa sortie volontaire ou pathologique, due à une pathologie psychiatrique, on dirait aujourd'hui, sa sortie de la communauté des humains, donc sa dégénérescence en tant qu'humain. Et là, on voit un cas particulier, donc c'est l'histoire du loup-garou ou le cannibale, mais en fait c'est un homme sauvage qui va saisir un enfant et va le dévorer, donc cannibalisme, on a un autre lieu commun. Donc pour inventer l'Amérindien, on va puiser dans les stéréotypes antiques et médiévaux de l'homme des bois européens. Dans cette gravure figure à la fois un couple d'ensauvagés européens à gauche et un couple d'Amérindiens à droite, nus donc, et non, attention, ils sont nus, mais vous verrez dans les détails, ils sont, là encore, le traitement avec les hachures, ils sont poilus. Et cet accoutrement, la manière de les présenter, permet de les identifier comme des Amérindiens parce qu'ils ressemblent à maintes d'autres exemples, dont cette frise fantastique qui est à Dieppe, dans l'église Saint-Jacques, qui est la frise des sauvages, qui date des années 1530. Donc, proche iconographique sans se confondre, et là, évidemment, une distinction nette, l'ensauvager européen et l'amérindien partagent nombre de traits instinctifs. Donc ici, vous voyez le couple avec la massue, c'est l'ensauvager européen, mais qui rencontre des sauvages amérindiens, donc à droite. Alors, les caractères communs sont que l'un et l'autre ignorent Dieu. Tous deux vivent en dehors de la civilisation, leur nudité ou leur pilosité en serait la preuve, tout comme leur pratique cannibale
et surtout, autre point, leur vigueur physique hors norme. Mais aussi, l'autre caractéristique, c'est, je l'ai déjà dit, l'immodération qui s'exprime par leur pratique sexuelle. Donc, je fais un agrandissement de cette même image qui vient de Froschauer, de 1505, c'est une feuille volante, en la comparant au frontispice d'un des textes de Vespucci, que vous voyez donc à gauche. On insiste dans ces détails sur la promiscuité sexuelle, sur les relations incestueuses, sur la libido démesurée des Amérindiens, dont Vespucci dit, entre autres, en parlant surtout des femmes, sensuelles comme elles sont, les femmes font grossir les sexes de leur mari jusqu'à lui donner, par des procédés à elles et en le faisant mordre par des animaux vénéneux, une dimension affreuse, ignoble. Donc, pas simplement immodérée, mais aussi assez exigeante. Ces images engendrées par les textes, par les descriptions, sont peut-être des témoignages intéressants à considérer. C'est que je n'aime pas les termes, mais vous allez voir, je vais de les défaire, ces termes, de ce qu'on a appelé la culturation de l'autre dans l'imaginaire européen, servant à rassurer d'une certaine manière l'identité même de l'Européen. Et d'une certaine manière, en cherchant à estomper l'altérité. Parce que la question est, était-il vraiment si autre que ça? Et j'en viens en venant à mon deuxième point, à ces documents exceptionnels. Donc, voir l'Amérindien pour de vrai. Et je vous disais tout à l'heure, avec attention, donc, cet artiste qui est un témoin oculaire et qui va dessiner sous son carnet ces Amérindiens. Il s'agit d'une série, donc, peut-être vous verrez tout de suite après, une série de dessins qui ont été exécutés par un médailleur, donc un sculpteur allemand qui s'appelle, très peu connu, mais qui s'appelle Christoph Weiditz. Donc en 1529, dans ses codex, donc c'est un codex qui n'a jamais été publié, ce codex contient 154 dessins conçus pour éventuellement devenir un livre, le premier livre des costumes de l'Empire de Charles Quint. Au niveau des costumes des peuples, donc de tous les costumes et les coutumes également des peuples de l'Empire de Charles Quint, donc il y a les Espagnols de Tolède, de Barcelone, des Morisques, des Flamands, des Basques. Là où il s'arrête le voyage de Charles Quint, puisque Weiditz était à sa suite, il dessine les caractéristiques des populations de différents pays. Mais surtout, le codex comprend, voilà nos Amérindiens, 13, ce qui est un nombre exceptionnel, parce que d'habitude c'est un couple par région, 13 feuilles montrant les Amérindiens. Alors, ce qui est unique, par l'observation directe, mais il faut faire attention avec le terme direct et témoin oculaire, parce qu'en fait, il passe au filtre de sa propre européanité, on va dire. Contrairement aux images, donc, voilà, l'ensemble des 13 dessins, donc contrairement aux images que nous avons vues jusqu'à présent, on reverra les images tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, j'y reviens. Donc je remonte à ces images construites à partir des sources textuelles. On a une autre approche, une autre manière de s'imaginer l'autre, qui sont tout d'abord ces Amérindiens, que voit Weiditz. Alors c'est lui le sculpteur, c'est une médaille de Weiditz que vous voyez ici, qui dessine précisément Hernán Cortés, qui est celui que conduit en Espagne, en 1528,
Une délégation, il est le gouverneur, Cortés de Nouvelle-Espagne, il a beaucoup d'accusations et de problèmes avec Charles Quint, et donc il doit faire acte d'allégeance et venir montrer comment il travaille bien, et il amène plein de richesses du Nouveau Monde, mais aussi parmi ces objets, il y a aussi des humains. Et donc cette délégation. Alors je souligne que cette délégation était composée pas du tout d'esclaves. Encore la question de l'esclavage, c'était le débat pour ces populations totonaques en particulier. Mais des nobles et des proches de la famille, des proches de la cour de Montezuma, et cour qui comprenait également des jongleurs et des joueurs, qui, donc tous, ayant défilé devant la cour impériale à Tolède et à Barcelone. Évidemment, ça ne peut pas faire penser aux zoos humains ou bien à un épisode qui est très peu discuté dans la longue histoire, les célèbres Jeux olympiques de Saint-Louis en 1904, où on fait venir des colonies, des peuples, pour faire produire dans des sortes de spectacles sportifs, d'une part des pratiques qui leur étaient propres, d'autre part en les faisant mesurer pour les ridiculiser dans des pratiques comme les 100 mètres, etc. Des choses qu'ils ne comprenaient. Et c'est un chapitre de l'histoire qui est totalement incroyable et qui se produit à la même époque des zoos humains, encore au jardin d'acclimatation, etc. Donc, comme dans cet épisode-là, malheureusement encore au XXe siècle, cette spectacularisation des Amérindiens en Espagne au XVIe fait de ce peuple des spécimens des peuples nouvellement conquis. Ce qui intéresse toutefois particulièrement Weiditz, comme vous pouvez le voir par le décompte, c'est certes l'exotisme qui exprime la nudité, les parures de plumes, etc., mais aussi ce sont leurs pratiques ludiques qui sont mises en scène. Les stratégies figuratives et les notes que Weiditz intègre en marge font que ces images participent du processus d'assimilation, de digestion de ces peuples par et dans la culture européenne. En effet, les pratiques ludiques représentées sont décrites visuellement et textuellement, parce qu'il écrit des notes, en les réduisant par comparaison aux pratiques ludiques européennes. Et ça, les anthropologues avec lesquels j'ai parlé m'ont dit c'est une pratique jusqu'au 19e tout à fait normale. On regarde l'autre et on interprète ce qu'il fait par rapport à ce qu'on sait. C'est que l'Européen savait faire, lui. Alors, premier, voilà des détails de ces pratiques ludiques. Donc, et j'en viens au premier jeu qui s'appelle Patol. Le Patol, les Américains donc utilisaient les haricots marqués d'un côté comme des dés, et chaque joueur avait aussi des cailloux bleus et rouges qui servaient de pions. Comme le rapport et la note, j'ai traduit la note en allemand, donc vous voyez que parfois les notes sont décalées. Donc il joue au poteau et à la balle, que l'on a vu ailleurs, mais il décrit ailleurs ce qu'il ne comprend pas très bien ce qu'ils font en fait, tout simplement. Donc il dessine. Mais on a des informations extrêmement précises par tous les témoignages de la culture préhispanique, comme le rapporte par exemple Diego Duran ou Sahagún. Le patol était un jeu qui était appelé aussi le jeu du tapis, en raison de ce tapis qui était marqué d'une croix fait au caoutchouc liquide. Et donc on lançait à l'intérieur des bras, à travers des lignes qui fermaient des grillages, des cailloux, et donc on comptait les points, etc. etc. Si Weiditz reste fidèle, on va dire, un représentant assez fidèle, je dois dire, les caractéristiques physiques des Amérindiens, il est néanmoins incapable de comprendre leur jeu, et contrairement à Durand, il n'essaie pas du tout d'écrire la grille, donc du coup il fait une bande blanche, claire,
au sol sur laquelle il met des cailloux de manière désordonnée. De plus, les gestes ne sont pas plus clairs, ni l'inscription, parce qu'il écrit par-dessus, avec leurs doigts, ils jouent comme les Italiens. Les Italiens, ils jouent un jeu qui s'appelle la morra. J'en parlerai tout à l'heure. C'est un jeu de doigts, un jeu de mémoire et un jeu mathématique. Deuxième pratique ludique, la balle. Ça serait plus simple. Tout le monde joue à la balle. Qui est, donc, c'est un jeu préhispanique rituel qui on le connaît sous le nom d'Ula Malizzi, Batei ou bien Tlachli. Excusez-moi la prononciation aztèque qui n'est pas exacte. Les premiers à décrire ces jeux rituels, mais qui est un jeu religieux, mais également profane, ils se divertissaient aussi à jouer en dehors des rituels, et Pietro Martire, suivi par Mottolini, Duran, etc., qui ont tous insisté sur une même caractéristique, tout comme Weiditz, le ballon devait être propulsé par les fesses. Toutes les autres parties du corps, on commettait une faute. De cette manière, il fallait donc passer la balle, et là je viens à des documents, donc le Codex Borbonicum et un magnifique terre cuite qui est au lac Ma, c'est un stade. Voilà, les dates sont assez précoces, donc on sait bien de quoi on parle. Donc, il fallait donc, en frappant de la fesse, faire passer la balle à travers un anneau, en réalité 2 anneaux qui étaient fixés dans les 2 murs longs latéraux, mais il était aussi possible aussi marquer des points lorsqu'une équipe ne parvenait pas à renvoyer le ballon ou lorsqu'on commettait faute en touchant avec l'épaule, le bras, la main, etc. Tous les auteurs soulignent la dextérité physique et l'habileté nécessaire qui ont étonné les Européens, les Espagnols qui ont vu ces deux-là se produire dans cette représentation, ce spectacle. Et à ces propos, Weiditz écrit de cette manière, les Indiens jouent au ballon gonflé avec leurs fesses sans lever les mains du sol. Le reste, après, ils avaient des protections, ils expliquent ce qu'il a vu. Si l'artiste ignore, et là je cherche ma bouteille d'eau. Alors, si l'artiste ignore, parce qu'il ignore que les balles amérindiennes n'étaient pas gonflées comme celles européennes parce qu'elles étaient en caoutchouc, donc elles rebondissaient naturellement, il saisit l'action. Le joueur à droite s'accroupit, le poids sur la jambe droite pliée, vient de frapper la balle, alors que son adversaire est en position d'anticipation, se tient prêt à la frapper en retour. Donc, il fixe la tension musculaire, la concentration et la vigueur des joueurs. En effet, ces jeux impliquaient force, agilité, adresse, mais surtout, du point de vue de l'observateur européen, un répertoire de mouvements saugrenus, inconcevables à cette époque. L'étrangeté du geste va jusqu'à produire aux yeux de Weiditz des torsions impossibles de la tête à 180 degrés, presque. Ce répertoire de mouvements était totalement étranger aux Européens, habitués au calcio, à la pelota, au jeu de paume, et va engendrer une image de l'autre sans lien avec le modèle de comportement considéré comme convenable. Un étonnement identique, enfin, a dû frapper les gens de Tolède et de Barcelone lorsqu'ils assistent au jeu du poteau, le juego del palo, Cuatlatlatzin. Il consiste encore, parce qu'on le fait, ce jeu, on le pratique encore au Mexique, à utiliser les pieds pour lancer en l'air et faire tourner un tronc en bois énorme, extrêmement lourd et de la même taille que l'homme qui fait l'acrobatie. Weiditz accorde à cette performance acrobatique une grande importance, puisque, comme vous pouvez, il fait une séquence proto-cinématique de l'exercice pour rendre le mouvement du poteau et des jambes. Dans les codex florentins, Sahagún avait par ailleurs expliqué que l'exercice était à la fois un jonglage, mais aussi une danse rituelle. Cependant, lorsqu'il a été vu par Charles Quint, la cour donc impériale et Weiditz, l'acrobatie ainsi que les autres jeux se trouvent totalement décontextualisés
de leur valeur rituelle qui est totalement gommée. Il ne reste de cette performance que l'exotisme et la capacité de l'autre, du corps de l'autre surtout, à susciter l'émerveillement par ces étonnantes capacités physiques et par la nature même de l'Amérindien. Je bois. Pour comprendre l'ambiguïté de cette perception de l'Amérindien, il faut donc se demander comment l'Européen l'assimile à sa propre culture visuelle. Écartant volontairement donc le terme assimilation, j'aime bien enfin, qui est un terme inacceptable, à mon sens, je parlerai plutôt d'une domestication des idées de l'autre, d'une forme de conformation des pratiques et de la représentation mentale et visuelle des Amérindiens aux codes comportementaux et visuels de l'Ancien Monde. Une telle domestication est à la fois implicite et explicite. La forme explicite consiste en ce que les observateurs européens établissent un parallèle entre eux, je l'ai dit déjà, et les Amérindiens par les biais de la comparaison. Comme l'a écrit Michel Foucault, la recherche de similarité et les moyens de percevoir, comprendre et enfin d'organiser la connaissance globale et la connaissance de l'autre également. Weiditz, je vous disais tout à l'heure, associe la gestualité du jeu de Patolli à la morra des Italiens, qui est un jeu où chaque joueur appelle encore, c'est un jeu qu'on joue en Sardaigne encore, pendant toutes les fêtes. Ça dure des heures et c'est une expérience extraordinaire si vous pouvez en faire, parce que c'est une question aussi de sonorité extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Chaque joueur, entouré de plein d'autres, appelle un chiffre, de 1 à 5, et l'appelle et en même temps il le montre du doigt, les deux en même temps. Mais les adversaires doivent donner le total des deux chiffres donnés. Donc c'est un jeu de mémoire, de pronostic, c'est extrêmement complexe. Cependant, ce malentendu est une manière pour Weiditz de composer avec cette incompréhension et cette altérité. Du XVIe jusqu'au XIXe siècle, lorsqu'on décrit les coutumes des natifs américains, on les compare aux pratiques culturelles européennes, domestiquant ainsi ce qui reste de l'ordre de l'incompris ou de l'incompréhensible. Un autre marqueur explicite de cette domestication dans la représentation de l'autre consistait à donner aux joueurs une valeur de représentativité. Cela explique pourquoi de nombreux spectacles ludiques amérindiens ont été donnés déjà bien avant ces témoignages-là, 1529, partout en Europe. On sait que des joueurs amérindiens avaient joué pour le pape à Rome, mais aussi ailleurs. Et on comprend aussi pourquoi, sous les 13 dessins, Weiditz en consacre 7 aux joueurs. Dans le reste, on l'a vu, l'indianité est donnée à voir notamment par les plumes et la nudité. Donc, le jeu vient s'ajouter à ces parures de plumes et à la nudité pour devenir des caractéristiques de l'Amérindien, stéréotypé de l'Amérindien. En même temps, ou plutôt, la raison en est que les jeux, comme le considèrent Lévi-Strauss ou Durkheim, sont considérés comme, malgré leur diversité, le fait de jouer est considéré un universel culturel. Donc, les jeux deviennent un point d'entrée dans la culture amérindienne, pour Weiditz, à mon avis. C'est un point commun avec l'autre, mais aussi vient servir à garantir son appartenance à la même humanité. Les images des joueurs amérindiens en atténuent l'altérité et font du jeu une sorte de fil rouge, un principe commun et une sorte, je dirais, de promesse d'un lien possible entre l'ancien et le nouveau monde.
Ceci nous ramène aux formes implicites de cette domestication, dans l'image de l'Amérindien. Les dessins de Weiditz transmettent très peu d'informations sur la culture amérindienne préhispanique. Parce que les joueurs de Weiditz ne jouent pas vraiment. Excusez-moi, ça c'est le moment. L'artiste transcrit visuellement un répertoire de gestes dépouillés de toute signification sociale, rituelle et religieuse, je l'ai dit, mais il témoigne surtout d'une corporalité particulière. Et 2 points, donc, à mon sens, méritent attention. Premièrement, ces exercices physiques mettent l'accent sur la santé des populations d'outre-mer, leur dextérité, leur force, leur diligence, montrant l'utilité économique des peuples autochtones de Nouvelle-Espagne. Et c'est dans le cadre, justement, de ces débats acharnés sur la possibilité de réduire à l'esclavage l'Amérindien. Vespucci, je ne vous le traduis pas, mais bon, je le paraphrase, désignait déjà la bella statura, le beau corps des Américains. Ils sont en effet, dit-il, un grand corps carré, bien formé, proportionné. Dans les années 1520, une feuille volante imprimée à Nuremberg, pour aller vers le nord, décrivait les Amérindiens ainsi, de taille moyenne, d'assez bonne et belle constitution de corps. Cet idéal stéréotypé imprègne déjà les mentalités lorsque Weiditz esquisse ces corps puissants, la tension et la fermeté musculaire de ses membres rendus vifs par les lignes, les clairs-obscurs et ses qualités d'artiste. Deuxième point, là c'est un patchwork d'image. Ce qui a dû impressionner les Européens, c'est la manière d'utiliser le corps. L'attitude corporelle, le placement des jambes, les hanches, des mains, souligne la question de la posture. Dans l'Europe prémoderne, quelqu'un qui n'était pas considéré comme civilisé, je traduis, c'est-à-dire appartenant à la même culture, c'était donc celui qui n'était pas civilisé, était quelqu'un qui, entre autres choses, n'avait pas une posture appropriée, c'est ce qui veut dire il ne se tenait pas droit et debout. Une posture tordue, agitée, mal placée, exprimait depuis Aristote un désordre moral et une intériorité déséquilibrée. Les joueurs amérindiens présentent une gamme de mouvements inadéquats par rapport aux conventions de l'ancien monde. Non seulement ils jouent étrangement, mais ils le font sauvagement, c'est-à-dire avec une corporalité culturellement autre et insaisissable. Sur ce point, une autre image, j'avais envie de vous montrer ce document exceptionnel qui est à Madrid. C'est un jeu de cartes qui n'a pas été coupé. Et parmi ces cartes, c'est un jeu de cartes du type des tarots. C'est un jeu de cartes espagnol, mais fabriqué en Nouvelle-Espagne, pour être diffusé donc dans les colonies d'Amérique centrale autour et donc tout ça est imprimé en 1580. Le groupe de cartes montre Montezuma lui-même et d'autres Amérindiens identifiés par le mot Quetzal, qui veut dire aztèque. Il représente différentes cartes, un musicien, un monstre, un danseur et un jongleur que vous voyez agrandi, comme il est écrit derrière. Encore une fois, on le voit par terre, les dos à terre, les jambes à l'air, il fait tourner le poteau. Mais contrairement au jongleur de Weiditz, il a des plumes sur la tête et des clochettes au dos, sous les fesses plutôt, vous voyez. La carte représente en effet l'atout le plus bas des tarots, qui est appelé les jongleurs ou le magicien. Mais ces clochettes et cette coiffe étrange renvoient évidemment à une iconographie vieille comme l'Europe, mais c'est le fou, le bouffon, donnant à la carte du jongleur une connotation bien plus qu'ambivalente, c'est-à-dire parce qu'on sait bien que les acrobates, les jongleurs, au Moyen-Âge, étaient perçus comme des êtres marginaux, étaient perçus de manière négative et étaient souvent condamnés, voire emprisonnés.
quelques images de ces du XVIe siècle, du XVIe et début du XVIIe siècle, donc de ces jongleurs européens qui sont assimilés aux singes, donc avec une inversion entre l'homme qui se comporte de manière animale dans la gestuelle et l'animal ou bien dans les contextes des cirques. Et l'on voit des figures de cette manière, de ces gens-là. Au XVIe siècle, les jongleurs étaient des marginaux socialement et moralement, comme en témoignent Castillon, Montaigne et bien d'autres, qui les considèrent comme des êtres vulgaires, obscènes, voire même en prise avec les diables. Et cela en raison de leur mouvement extraordinaire et de la façon d'utiliser leur corps. Pour figurer les Amérindiens, les artistes donc se concentrent et insistent sur ces torsions corporelles, sur ces postures courbées, sur cette intimité avec le sol, tous marqueurs d'extrême altérité, en contraste avec la posture droite, signe de civilité. Comme Weiditz, John White ou encore Théodore de Bry ont utilisé, donc vous voyez en haut, c'est John White et Théodore de Bry dans ces deux gravures, ont utilisé cette rhétorique visuelle avec une connotation qui est morale, mais surtout politique. Depuis l'Antiquité, ces marqueurs corporels sont associés donc aux marginalités sociales, à la folie, au paganisme. Une posture donc inadaptée signifie disposition maléfique. Je vous le disais déjà dans la physionomie d'Aristote. Pour les auteurs chrétiens, cette utilisation spécifique du corps dénote immoralité parce que l'homme est imaginé comme droit, avec une verticalité orientée vers le haut, la tête vers le haut, dans la contemplation de Dieu. Et ça, dans les textes déjà des pères de l'Église. Ainsi, la culture européenne en est venue à associer les postures non conformes au paganisme, d'une part, et à la marginalité de l'autre. En utilisant un répertoire de signes façonnés sur le code visuel européen, les artistes donc ont transposé une image des Amérindiens, une image de ce que les Amérindiens étaient capables de faire de leur corps, mais surtout de ce qu'ils étaient incapables d'être comme humains. Or, dans la seconde moitié du XVIe siècle, ce vocabulaire gestuel change subtilement. Même si le codex de Weiditz reste inédit, il y a cependant une véritable petite diffusion. On connaît plusieurs copies qui sont extrêmement intéressantes. Aucune qualité artistique, mais extrêmement intéressantes. Les jeux indigènes apparaissent, par exemple, dans cette grande planche, elle est vraiment très grande, des grands voyages des Bry, donc qui paraît en 1596, au premier plan de la vue de Cuzco. Or, à Cuzco, on ne jouait pas au ballon comme ça, on ne jonglait pas comme ça on le sait. Donc, ces deux couples de joueurs deviennent une image générique de l'Amérique. Les indigènes, donc les graveurs, représentent les 7 personnages représentant les Incas. À droite, il y a ceux qui tiennent une statuette en or, un monstre et une dinde, pour dire l'idolâtrie, l'exotisme, la richesse, nanana. De l'autre, les joueurs. De Bry, donc, je dirais, désethnise ces Amérindiens, minimise ainsi et également les traits physionomiques, tout en réduisant à rien les parures, telles qu'elles avaient été vues tout à l'heure chez Weiditz. Les joueurs se passent toujours la balle par les fesses, mais si les jongleurs font rouler toujours leur poteau, ils ne s'appuient plus sur le dos, mais sur le sommet de la tête, dans une posture impossible, une posture encore plus spectaculaire qui souligne donc cette altérité comme un véritable renversement culturel et également moral. Plus tard, ce qui est intéressant, c'est que plus tard, dans des copies, c'est une copie du tout début du XVIIe siècle du codex de Weiditz, cette copie se trouve anonyme, se trouve à Munich,
Seuls les jongleurs sont visuellement identifiés comme amérindiens par, surtout, je dirais, l'attente de leur peau, tandis que les joueurs de balle et de patolli sont européanisés. Ah, j'ai réussi à dire le terme. D'une part, leur peau est blanchie, devient blanc, les ornements corporels minimisés, les incrustations de pierre dans la peau n'existent presque plus, sauf dans celui-ci. Les cheveux deviennent blonds, les coiffures suivent la mode des coiffeurs européens. D'autre part, le corps se redresse progressivement, de manière qu'il est impossible pour les joueurs de balle de dire vraiment s'ils jouent avec leurs fesses, les mains ou leurs pieds. Pour leur part, les joueurs de patolli se tiennent dans une posture bien moins accroupie et leurs gestes, vous voyez les index, les mains, se rapprochent évidemment enfin des joueurs de morra ou d'osselet, en suivant ainsi la confusion qu'on avait dans le texte de Wradietz. Début 17e, c'est 1600-1601, plus ou moins datation. Pour conclure, ultime phase. Parce qu'il y a une ultime, il faudrait continuer, mais on n'a qu'une heure. Ultime phase de cette incorporation de l'amérindien dans le corps, cette fois-ci physique et social européen, se produit en 1608 lorsque les Amérindiens vont intégrer les festivités de mariage de Comte II de Médicis et Madeleine d'Autriche. Parmi les festivités fastueuses, il y a un jeu qui s'appelle le Gioco del Ponte, le jeu du pont, qui s'est passé sur le pont de Santa Trinita à Florence et qui était une simulation d'une bataille impliquant des équipes composées de nobles toscans déguisés, un turc, romain, maure et amérindien, comme on peut le lire dans la Descrizione delle feste, donc cette description de Rinuccini. La gravure celle de Matthias Greuter montre les Amérindiens, je vous les agrandis, montre les Amérindiens en bas à gauche. Pourtant, dans les spectacles médicéens, il ne s'agit pas de représentants du Nouveau Monde, mais de princes toscans jouant aux Indiens. C'est la première fois qu'on joue aux Indiens. Et par des déguisements signifiaient donc une altérité factice. Maintenant, l'assimilation du Nouveau Monde dans l'imaginaire européen ressemble davantage à une digestion, en deux phases. Les Italiens jouent aux Indiens et à leur tour jouent à un jeu traditionnel et rituel italien. À travers ce double jeu, l'ancien monde digère et intègre physiquement et prend le contrôle de l'altérité des peuples du Nouveau Monde, d'une certaine manière. L'incorporation de l'autre dans le corps et dans l'espace européen rend ainsi familier l'exotisme afin d'en désamorcer cette charge déstabilisatrice qui a effectivement déstabilisé l'Europe. Je vous remercie.